Je suis toujours heureuse et j'ai l'honneur d'être à Batna dans les journées, oui, comme ça c'est tout comme mieux. Dans les journées douleurs de Batna, je me dis toujours qu'on est une famille, la famille douleur. Je vais aujourd'hui parler des méthodes d'analgésie. J'ai essayé de parler de l'analgésie en continu et impact sur la réhabilitation post-opératoire en chirurgie digestive puisque j'exerce dans un service de chirurgie générale. Pendant longtemps, la douleur elle a été considérée comme le prix à payer pour guérir. Donc d'où l'assertion classique, pas de chirurgie sans douleur. Donc ce concept a été bouleversé par l'avènement de la réhabilitation post-opératoire améliorée. Et pourquoi? Parce qu'on a considéré et on a vu que la douleur, quand elle est mal prise en charge, elle constitue la principale plainte des malades au sein des services de chirurgie. Et elle constitue la conséquence la plus indésirable après l'intervention chirurgicale. C'est pour cela que la douleur elle a occupé un domaine de recherche très important dans la prise en charge des malades opérés. Malgré ça, et malgré les investigations faites dans ce domaine, malgré ça, on a beaucoup de malades qui présentent des douleurs modérées à sévères en post-opératoire. Donc, la douleur, quand elle est mal contrôlée, donc elle représente un lourd fardeau dans le concept de réhabilitation améliorée. C'est pour cela que le contrôle de la douleur post-opératoire il a constitué une préoccupation importante et majeure pour les médecins anesthésistes et même pour les chirurgiens normalement. Pourquoi? Pour participer à la réhabilitation améliorée. Pourquoi? Parce que la prise en charge de la douleur constitue un pilier important dans cette réhabilitation. Quand le malade n'a pas mal, il peut se déambuler, il peut tousser, il peut reprendre sa vie antérieure le plus rapidement possible. C'est l'objectif de la réhabilitation améliorée en chirurgie, qui a comme objectif principal de raccourcir la durée d'hospitalisation, mais avec les moindres complications, c'est-à-dire retrouver un état de santé antérieur. C'est pour cela que plusieurs techniques analgésiques étaient proposées par les médecins anesthésistes réanimateurs. Chaque médecin, selon le type de chirurgie, il est souverain à utiliser la technique d'analgésie qu'il voit adaptée à ce type de malade. C'est pour cela qu'il est aujourd'hui fondamental de ne pas considérer la douleur post-opératoire comme une entité isolée. Au contraire, elle représente un symptôme important lié à la chirurgie. C'est pour cela, ou bien cela justifie pleinement une prise en charge efficace de ce symptôme afin de limiter les conséquences. Donc, si on résume, permettre aux malades de tousser, de reprendre sa vie antérieure n'est pas un confort, au contraire, c'est un droit pour les malades. Et ceci fait partie intégrante des soins périopératoires comme la thromboprophylaxie et le changement des pansements. Pour la prise en charge de la douleur post-opératoire, dans le concept de la réhabilitation améliorée, on opte beaucoup plus pour les techniques d'épargne morphinique. Pourquoi? Parce que les techniques PCA-morphine ont prouvé leurs limites, surtout dans la mobilisation des malades. Et surtout aussi par les complications liées au morphinique, donc surtout les constipations, la longue prise du transit. C'est pour cela
que beaucoup de techniques ont été proposées. Aujourd'hui, je vais parler que des techniques en continu. Je ne vais pas parler des tape blocs et des blocs périphériques. Je vais commencer par la péridurale thoracique, qui est une technique qui est ancienne, qui a été découverte dans les années 80. C'est une technique qui est invasive, mais elle procure une excellente analgésie dans la période post-opératoire. Surtout, elle a d'excellents résultats en ce qui concerne les EVA à la mobilisation, ce qui lui donne une place importante dans la réhabilitation post-opératoire améliorée. Elle permet aussi, puisqu'elle agit bien sur la douleur aiguë, elle permet d'éviter la chronicisation de la douleur. Elle influence aussi positivement. Il y a des études qui ont montré que l'injection des anesthésiques locaux a un bénéfice sur la masse tumorale, surtout chez les sujets âgés. Pour corriger. Oui. Il y a des études qui sont en cours. Pour le geste de la péridurale thoracique, on nie pas que c'est une chirurgie, c'est une technique invasive et elle est difficile à réaliser. Pourquoi? Parce que les vertèbres, on doit viser le P7 pour la chirurgie digestive et on voit que les vertèbres thoraciques, donc on a une inclinaison postéro-inférieure avec un angle de 27 à 45. Donc ce qui rend difficile cette ponction. Par rapport à la péridurale lombaire, on a deux modes, donc soit l'abord médian, soit l'abord paramédian, mais il faut savoir que l'étroitesse du passage entre les épineuses supérieures et inférieures rend le geste technique plus délicat que par rapport à la périlombaire. Ici, donc, là, c'est les points de ponction par rapport au type de chirurgie. Pour les bénéfices de cette technique, elle a des bénéfices et elle a des inconvénients et des risques. Pour les bénéfices, c'est un élément clé du traitement de la douleur post-opératoire. Elle procure une analgésie supérieure à la PCA morphine pendant les premières 24 heures au repos. Et elle procure une analgésie plus efficace à la PCA morphine, même après 24 heures à la mobilisation. Sur la fonction respiratoire, elle a aussi des bénéfices, aussi bien sur la fonction cardiaque. Pourquoi? Parce qu'elle facilite la toux, elle facilite la kinésithérapie. Sur l'ilius intestinal, des études ont montré qu'elle réduit la durée de l'ilius. Aussi sur le stress hormonal. Et enfin, elle améliore la vascularisation de l'anastomose. S'il vous plaît. Ici, c'est un récapitulatif de ce que je viens de dire. Pour les risques. Donc, malgré tout, c'est que malgré tous les bénéfices cités, elle reste une technique invasive avec un risque d'hématome épidural qui constitue la hantise des médecins anesthésistes, qui peut provoquer une compression médulaire. Elle nécessite une main entraînée avec un taux d'échec, le risque infectieux aussi, et toujours, c'est une technique invasive et difficile à réaliser. Pour le protocole. Si on recherche dans la littérature, dans toutes les études parlent de la ropivacaïne. J'ai essayé de parler de ce qu'on utilise en Algérie, vu que la ropivacaïne n'est pas disponible, qu'au niveau de l'HCA. Inch'Allah, espérons. Donc, on utilise la bupivacaïne, la vacaïne, avec une dilution de 1 mg par millilitre associée à un morphinique. Donc, cela rejoint la technique d'épargne morphinique. On n'élimine pas les morphiniques, qui restent le traitement de base de la douleur, mais c'est des techniques qui épargnent les morphiniques. Donc, là, on essaie d'utiliser moins de morphinique pour gérer cette douleur. Après, toujours une dose d'induction de 4 ml selon la taille du malade, qui peut être renouvelée après 5 minutes. Encore, on donne 4 ml. Ensuite, on maintient la perfusion continue à raison de 5 ml en per et en post-opératoire pendant 48 heures en post-opératoire. Et ce qui a été observé, que cette technique,
elle nous permet vraiment une épargne morphinique, même en termes opératoires, jusqu'à 60% d'épargne morphinique. Bien sûr, on ne donne pas les morphiniques selon l'heure, mais à la demande. On a essayé de faire à la demande pour estimer l'épargne morphinique. Pour les précautions, bien sûr, on ne peut pas faire un geste sans consentement éclairé du malade. Il faut bien expliquer cette technique durant la consultation d'anesthésie au malade. Bien sûr, elle nécessite une formation du personnel soignant, surtout le paramédical qui va surveiller les effets secondaires de cette technique. Et on doit bien sûr respecter les contre-indications. Pour les contre-indications, c'est classique, troubles de la coagulation, une possible infection, troubles neurologiques, risque d'allergie ou bien les malformations du dos qui rend impossible cette technique. Pour la surveillance, généralement, la fréquence respiratoire, aussi la recherche des signes de toxicité, la recherche du globe vésical ou d'un bloc moteur, la recherche de toute anomalie de l'examen neurologique. La surveillance est faite par le médecin de garde et le personnel paramédical. Si on récapitule tout ça, donc la péridurale est un élément clé qui participe à la réhabilitation, je dis bien pour les chirurgies laparotomiques à ciel ouvert, et non pas avec l'avènement des méthodes mini-invasives, la péridurale perd de plus en plus sa place. Pourquoi? Parce qu'il y a tendance à faire des techniques mini-invasives, c'est-à-dire on agresse peu le malade et on a des résultats plus fiables ou bien similaires. C'est généralement, on peut utiliser des techniques moins invasives avec le concept de l'analgésie multimodale. On associe plusieurs molécules. Sa réalisation, bien sûr, elle doit respecter les recommandations des sociétés savantes. Un monitorage adapté permet probablement de mieux contrôler les effets hémodynamiques. Je redis bien, la péridurale, elle trouve sa place encore dans la chirurgie sus-mésocolique et thoracique. À ciel ouvert, pour la chirurgie sous-mésocolique, elle a encore une place. Quoi? Je parle de la thoracique, en obstétrique c'est lombaire. Oui, sous-mésocolique, oui. La chirurgie colorectale, on utilise la thoracique. Oui, elle a l'indication en obstétrique bien sûr, mais il y a tendance à préférer des techniques mini-invasives. On part à la deuxième technique d'analgésie en continu, c'est la perfusion intraveineuse de la lidocaïne et de la kétamine. Pourquoi cette association? Depuis certaines années, il y a une tendance à faire des études sur la lidocaïne en intraveineuse. Mais ces 5 dernières années, il y a l'association kétamine-lidocaïne. Comment justifier cette association? Pourquoi? Parce qu'il y a des effets analgésiques qui sont potentialisés, ou bien cela rentre dans le cadre de l'analgésie multimodale. D'abord, on va parler un petit peu de la kétamine. Donc la kétamine, c'est une molécule que j'aime beaucoup. Elle était inventée en 1962. Quand j'étais résidente, j'ai appris que la kétamine est une drogue anesthésique, utilisée dans certaines situations, mais après, on a trouvé qu'elle a un effet analgésique très important. Comment? Parce que actuellement c'est le seul antagoniste puissant par voie IV des récepteurs NMDA. Donc c'est un anti-hyperalgésique d'excellence, la kétamine. Donc si on utilise cette molécule à faible dose, elle a un effet anti-hyperalgésique très puissant. Donc, la kétamine en périopératoire, ça a été prouvé qu'elle diminue la consommation des morphiniques. Aussi, elle prévient la chronicisation de la douleur. Comment? En bloquant et en inhibant les récepteurs NMDA qui sont responsables de la mémorisation de la douleur. Son utilisation actuellement, c'est pour progressivement faire d'autres indications telles que la prise en charge des douleurs aux urgences, des douleurs neuropathiques et le traitement de certaines dépressions, mais ce n'est pas encore prouvé.
pour la kétamine en périopératoire, l'efficacité, il a été démontré qu'elle permet une diminution de la consommation du morphinique jusqu'à 15 mg par 24 heures. Cette réduction est aussi une réduction modérée de 27% des nausées et vomissements, malgré que la kétamine utilisée à des doses anesthésiques, c'est anémitique. Mais utilisée à des doses analgésiques, elle ne contient pas cet effet, le roi émétique. Au contraire, quand elle diminue la consommation des morphiniques, elle évite les effets secondaires de la morphine. Mais par contre, cette épargne morphinique, elle n'est valable que pour les chirurgies majeures. Donc pour les chirurgies mineures, la kétamine n'a pas d'intérêt. Si la chirurgie elle est mineure et peu douloureuse, la kétamine n'a pas d'intérêt dans le traitement antidouleur. Donc, en résumé, la kétamine est un antihyperalgésique de choix. Pourquoi? On a une meilleure balance bénéfice-tolérance. Surtout, une seule ampoule de kétamine, on peut gérer la douleur pendant 48 heures. Maintenant, on passe à la lidocaïne. Donc, plusieurs recherches ont été faites sur ce domaine. La lidocaïne, elle est administrée par voie systémique. Elle possède des propriétés analgésiques. Comment? Elle augmente le seuil d'excitabilité des fibres A, gamma et C. Aussi, elle a une action directe sur la transmission nociceptive. Aussi, elle bloque les récepteurs LMDA, mais elle ne les désactive pas. Elle a une action similaire au magnésium. Donc, elle se place au niveau du récepteur, mais elle ne l'inhibe pas. Elle le bloque. Elle a une action anti-inflammatoire aussi. Il y a des études qui sont faites sur les propriétés anti-inflammatoires de la lidocaïne, mais jusque-là, le marqueur que la lidocaïne a des propriétés anti-inflammatoires n'a pas été encore prouvé. Grâce à ses effets analgésiques, anti-hyperalgésiques et anti-inflammatoires, la lidocaïne, elle a une place importante dans les douleurs, dans le traitement des douleurs post-opératoires. Surtout dans les chirurgies digestives et urologiques. Ça a été prouvé qu'elle entraîne une diminution de la consommation morphinique en post-opératoire. La lidocaïne, elle a un effet sur l'iléus post-opératoire qui en éliminant cet iléus post-opératoire, cela participe également à la réhabilitation post-opératoire par un effet direct sur la motilité intestinale, aussi en épargnant la morphine, c'est-à-dire en diminuant les effets secondaires de la morphine, on aura moins de constipation. Donc, on retrouve et on constate que ces deux molécules partagent plusieurs propriétés. Donc, propriétés anti-inflammatoires, elles inhibent les récepteurs NMDA par des mécanismes différents. L'une et l'autre bloquent également les canaux sodiques. C'est pour cela qu'il semble pertinent de spéculer sur une potentialisation des effets de la kétamine lidocaïne lors d'une infusion combinée par voie intraveineuse. Pour le protocole, j'ai utilisé le protocole de l'ASFAR 2017. Concernant la kétamine, il ne faut pas dépasser le bolus 0,5 mg kilo, sinon on n'a pas de bénéfice. Donc un bolus à l'induction. Ensuite, la dose d'entretien opératoire 0,25 mg kg/h. On arrête 60 minutes, donc il y a des études qui arrêtent 30 minutes. Il y a des études qui arrêtent 60 minutes pour éviter l'effet sédatif de la molécule. Puis, on peut faire l'entretien post-opératoire pendant 24 heures à une dose moindre. Mais cela n'a pas été prouvé. Les études qui ont démontré leur efficacité, c'est la dose d'induction et la dose d'entretien en opératoire. Pour la lidocaïne, le bolus à l'induction de 1,5 mg/kg, ensuite la perfusion continue, ensuite on continue en post-opératoire, et je redis bien, la continuation post-opératoire, elle n'a pas prouvé son efficacité. Pour la surveillance, les précautions, donc la lidocaïne, la surveillance, donc surtout les problèmes cardiaques, mais ça a été démontré que la survenue de problèmes cardiaques avec les doses analgésiques de la lidocaïne est vraiment très rare. Et aussi la survenue d'hallucinations qui est un effet secondaire de la kétamine.
Les contre-indications, bien sûr, qu'on doit les respecter, c'est tout patient qui présente un IDM récent ou bien une insuffisance cardiaque sévère, aussi une insuffisance hépatique, l'allergie à la lidocaïne, troubles de la conduction ou bien troubles du rythme qui peuvent causer un arrêt brutal. Les contre-indications à la kétamine, bien sûr, la femme enceinte, l'hypersensibilité et l'insuffisance cardiaque sévère. En conclusion, la prise en charge de la douleur post-opératoire en chirurgie abdominale lourde est encore un chantier qu'il faut certainement promouvoir par l'équipe d'anesthésie. Il faut établir des analgésies proposées ayant pour principe une stratégie d'épargne morphinique. L'analgésie continue, elle constitue actuellement le gold standard dans la réhabilitation parce qu'elle procure des EVA à la mobilisation qui sont très bien notés. La réhabilitation n'est pas un confort, mais c'est un droit pour les patients et c'est un objectif à atteindre dans le cadre de la prise en charge thérapeutique de nos malades. Merci.